Bonjour à tous. Merci d'être là pour cet après-midi de pitch sur Boom. C'est donc la première séquence de l'après-midi avec des MoveGix et des jeunes entrepreneurs candidats au prix MoveGix et qui sont tous finalistes. Ils ont tous, nos MoveGix, des réussites magnifiques et ils étaient tous comme ceux qui vont pitcher cet après-midi au tout démarrage de l'histoire quand on les a rencontrés. Et ce que nous avons en commun, c'est que nous partageons des valeurs très fortes. Et la preuve, ils sont là, ils vont bientôt rentrer sur scène. Après Philippe Bloch, qui animait ce matin, je suis heureuse de vous confier aux mains de Thomas, que vous connaissez bien, puisque lui aussi, il est dans la famille MoveGix depuis les premiers jours, puisqu'il était cofondateur, un des 4 cofondateurs de WeDoBiz. Et avec lui, nous avons enregistré plus de 350 émissions. Et aujourd'hui, c'est le fondateur de Feuille Blanche avec son épouse Solène. Donc l'aventure entrepreneuriale continue pour Thomas et toujours plus que jamais engagé à notre côté. Merci Thomas, je vous propose d'applaudir Thomas qui est là avec nous. Thomas, je te confie les clés, un mot d'accueil. Merci Bénédicte. Comme tu l'as dit, je suis un historique, comme beaucoup ici, des prix MoveGix. J'en ai raté aucun. Et en fait, à chaque fin de ces excellents moments qu'on passait tous ensemble, il y avait 2 retours que nous faisait le public. Le premier, c'est qu'on passait trop peu de temps et c'était très frustrant à entendre les entrepreneurs. Le second, c'est que 2 heures de cérémonie, ça restait quand même un peu long. Donc pour ça, il fallait briser les codes, faire sauter les statu quo. Pour faire simple, il fallait faire boum. Je vous propose de découvrir avec moi 2 historiques du MoveGix, 2 alumni, 2 grands prix, et d'accueillir sous vos applaudissements Massoud Hayati, cofondateur des Bras en Plus, et Scarlett Joubert, cofondatrice de Marlette. Bienvenue à tous les 2. Alors, c'est drôle, mais j'ai ici leurs 2 premiers dossiers de candidature. Je ne sais pas si vous les avez relus, si vous assumez tous les propos de l'époque. Un petit mot de présentation. Massoud, tu es Grand Prix MoveGix en 2013 sur 202 dossiers éligibles. Et en fait, après 3 tentatives, tu as fait preuve avec tes associés d'une grande persévérance. En quoi ce prix, c'était essentiel à vos yeux ? Vous m'entendez ? On voit pas trop la salle, elle a l'air d'être pleine à craquer. Non, c'est vrai, Thomas, tu l'as dit, pour nous c'était un moment incroyable de gagner le prix. Et je pense pour tous ceux qui l'ont gagné, et même avec Scarlett, on en parlait juste avant de rentrer, c'est des moments incroyables. Moi, dans ma tête, j'étais comme un joueur de foot qui venait gagner la Coupe du Monde, et au tir au but, comme tu le dis, parce qu'il y avait beaucoup de concurrence. Non, c'est la reconnaissance d'un gros travail, parce que nous, on avait déjà 3-4 années d'existence. On avait déjà une vingtaine de salariés à peu près. Et on travaillait dans l'ombre sans trop lever la tête. Hein. Et de gagner ce prix-là, ce soir-là, c'était une émotion incroyable. Et non, c'est des excellents souvenirs qui donnent vraiment de l'énergie pour continuer. On se replace à l'époque. Vous faisiez déjà du déménagement avec des Bras en Plus. Est-ce qu'on s'imaginait qu'une boîte, dans le déménagement, pouvait montrer qu'elle était innovante et remporter un tel prix ? Souvent, moi, ce que j'aime bien dire, c'est avant d'innover, essayer d'être un petit peu moche. Je vais m'expliquer. Parce que Thomas, tu vas me dire, mais personne n'a envie d'être moche. Et avant de créer des Bras en Plus, la marque des Bras en Plus, on avait créé un premier site web qui s'appelait parisdéménagement.net, qui est très moche, très très moche, mais qui nous a appris à nous faire les dents dans notre secteur d'activité, qui est un secteur très concurrentiel, et qui nous a appris à commencer à faire un peu de business, un peu à apprendre les codes de notre secteur d'activité. Et une fois que ces codes étaient maîtrisés, on a apporté petit à petit des innovations, on a créé une belle marque, on a créé les premières offres qui peuvent se réserver sur Internet. Et l'entreprise s'est naturellement développée et est devenue belle par la suite. Ça peut te rassurer, Blablacar, historiquement, c'était covoiturage.fr. Donc, ouais, voilà. Tu le disais, des innovations. Est-ce que tu peux nous faire une sorte d'avant-après ou le jeu des 7 différences entre 2013, vous gagnez le prix, et des Bras en Plus aujourd'hui ? 2013, je pense que quand on gagne le prix, on a enchaîné avec quelques années, on a été médiatiquement très présent.
où on a créé une notoriété incroyable pour la marque. Dans notre secteur d'activité, les 5 marques les plus connues sont toutes des marques qui ont au moins 100 ans. Donc c'est des vieilles marques et, qui sont présentes depuis très longtemps, et avoir réussi à exister, à créer une marque qui est reconnue parmi toutes ces marques-là, et d'être un acteur aujourd'hui incontournable dans le monde du déménagement, le prix Mouv'J nous a aidé à le faire, nous a appris à nous exprimer, nous a appris à nous mettre en avant, à mettre en avant la marque et à développer l'entreprise et à la faire connaître. Voilà. Il y a une innovation particulière dont vous êtes fiers sur toute cette décennie passée? Notre métier, c'est de rendre facile la réservation d'un déménagement. Si vous réservez un déménagement chez les déménageurs bretons, vous allez trouver ça chiant et compliqué. Chez Desbres en plus, vous allez trouver ça cool et facile. Et notre innovation, toutes les innovations qu'on a faites vont dans cette direction-là. Et même aujourd'hui, toutes les petites innovations qu'on fait régulièrement sont pour rendre encore plus facile la réservation d'un déménagement. Si on doit partager un conseil auprès des plus jeunes entrepreneurs, c'est quoi l'expérience client d'abord? Espérance client d'abord, en effet, c'est très important, mais je reviens à ma phrase du début. Soyez un petit peu moche au début, c'est pas grave, et ensuite vous deviendrez beau. Un dernier mot pour conclure, et pour garder la thématique et le fil rouge de cette journée. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, là, ça fait boum? Merci pour cette question, Thomas. Que tu n'avais évidemment pas préparé. Que j'ai évidemment pas préparé. Le prix Mouv'J fait partie des moments qu'on fait un boom, parce que justement, c'est la reconnaissance de tout ce qu'on fait dans l'ombre quand on est entrepreneur, de toutes les difficultés rencontrées, de tout ce qu'on peut vivre au quotidien, et souvent on n'a pas le temps de les mettre en avant. Le prix Mouv'J, qu'on soit juste finaliste ou gagnant ou participant, c'est un moment où on peut justement mettre en avant ce qu'on fait, et c'est important. Merci Massoud, tu restes évidemment avec nous. Scarlett, pour te présenter en quelques mots, tu es Grand Prix Mouv'J, on est en 2012, lauréate parmi un total de 175 dossiers éligibles. Tu es associée avec ta sœur, Margot. Lorsque tu as postulé, donc c'est en 2012, Marlette n'avait que 2 ans, vous étiez 4 et vous accordiez chacun un tiers de votre temps à produire. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que le Marlette de 2012-2013, c'est le même Marlette qu'aujourd'hui on peut voir un peu partout à Paris, parce que je suis parisien, mais pas qu'à Paris? Alors ça a beaucoup évolué. On est passé de 4 à 50 avant le Covid. Après on a réduit un petit peu parce qu'on a fermé des points de vente. Ça n'a pas changé en termes de qualité et d'objectifs de faire le meilleur avec les meilleurs ingrédients de la meilleure façon. Et ça a bien évolué, et on a réussi à justement transporter un concept qui était quand même assez vieux. La préparation pour gâteau, c'est pas nous qui l'avons inventé. En revanche, on l'a adapté à la consommation d'aujourd'hui pour les... Ils sont là. Ils font pas de bruit, mais ils sont là. J'ai l'impression qu'il n'y a que toi et moi. Voilà, enfin bref, on a adapté à la consommation d'aujourd'hui pour des gens qui ont envie de bien manger mais qui n'ont pas le temps, parce qu'on est tous très actifs, on passe beaucoup de temps au travail, dans les transports, etc. Donc on a envie de passer du temps de qualité avec nos familles, donc on doit gagner du temps en cuisinant. Donc c'est comme ça qu'on a développé Marlette. Une question à mi-chemin entre le pro et le perso. L'exercice du pitch, c'est un exercice incontournable pour tout entrepreneur. C'est aussi comme ça que tu as remporté ce Grand Prix. Et pourtant, c'est un exercice, je vais le dire en un mot simple, que tu n'aimes pas du tout. Non. Quand on a créé Marlette en 2012, déjà on l'a créé à l'île de Ré, qui n'est pas forcément le lieu idéal pour monter sa boîte. On est sur une île, donc on est quand même assez isolé. Et clairement, moi, j'avais pas du tout cette dimension entrepreneuriat comme on l'a aujourd'hui, où c'est très à la mode et toutes les écoles de commerce ont une option entrepreneuriat. Enfin, nous, on est plutôt dans le mode, des artisans. On avait un produit qu'on a voulu développer et on y a été petit à petit. Et donc, moi, le pitch, etc., quelle est ta cible, tout est venu petit à petit spontanément, mais c'était pas quelque chose qu'on a travaillé au départ. Et donc quand on a gagné le prix Mouv'J en 2012,
et que je suis montée sur scène, et Bénédicte aime bien me le rappeler, c'était catastrophique parce que je me suis retrouvée à devoir répondre à tout un protocole de code, de pitch, etc. Et c'est vraiment ça ce que m'a apporté le MoveJ. J'anticipe ta future question. Je sais pas. Le MoveJ, c'est vrai que ça m'a apporté un vrai réseau et notamment d'amis entrepreneurs. Massoud, on s'est connu comme ça il y a une dizaine d'années, mais comme Fago, comme la bière Gallia, enfin cette génération d'entrepreneurs MoveJ qui m'ont vraiment accompagnée et m'ont fait sortir entre guillemets de mon île pour me montrer qu'en fait on était très nombreux du même âge à se lancer, etc. Et c'est vrai que sans le MoveJ, j'aurais pas eu tout cette... c'était un peu comme une promo d'étudiants en école de commerce, on va dire, où on se suivait tous et on se challengeait sur comment est-ce que tu es rentré dans tel et tel magasin, comment est-ce que tu fixes tes prix, enfin, on a échangé énormément et on s'est suivis toutes les années. Voilà. Scarlett, pour pitcher, il faut avoir une certaine forme de confiance en soi, quand on entreprend évidemment aussi. Toi, c'est les équipes du MoveJ qui m'ont partagé cette anecdote. Au moment de postuler, tu as coché littéralement toutes les cases des mentions du prix, prix espoir, prix export, prix etc. etc. Sauf le Grand Prix MoveJ, et pourtant c'est celui que tu as remporté. Est-ce que c'était une question de confiance ? Alors je pense que c'est surtout une question d'inattention. Parce que je suis très à l'ouest et que je pense que c'est un acte manqué. En tout cas, acte réussi. Au final, un Grand Prix magnifique. Encore ici, 10 ans après, pour partager ton aventure et tes conseils. J'imagine aussi à tous ceux qui viendront te voir pendant le cocktail. Merci à toi. Un dernier mot. Qu'est-ce qui a fait boom sur ces 10 dernières années ? Qui est-ce qui a fait boom ? Beaucoup de choses, tous les rebondissements, les grands succès, le Covid qui nous a coupé les jambes, puis redressé. Enfin bref, il y a plein de moments boom, il n'y en a pas un, mais je pense qu'il y en a 10 par an. Donc, si je continue d'avoir des réponses comme ça, je vais arrêter de poser la question. Ne la pose plus. Merci à vous deux. Vous restez avec moi. Vous allez changer de casquette. Je compte sur vous pour interroger les jeunes lauréats pour cette dernière séquence. Donc, je vous propose d'accueillir sur scène Baptiste Vélon et Nicolas Julien. Ils sont cofondateurs de Pleunumi et ils vont nous raconter au micro leur aventure. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. On vous entend très bien. Mettez-vous où vous voulez au centre, c'est parfait. En quelques mots, donc vous faites partie des 10 finalistes de la catégorie porteurs de projet parmi 203 candidats validés pour cette édition. La boîte n'est a priori pas encore créée. Vous envisagiez la création pour août prochain. Vous êtes implanté en Bretagne dans les Côtes d'Armor et vous êtes une plateforme de révision et un assistant digital pour les professeurs. Je vous propose de le dire bien mieux que moi. Que faites-vous ? Déjà, merci de nous accueillir. Nous, on s'attaque à un problème dans l'éducation que vous connaissez probablement. C'est que dans une salle de classe, quel que soit ce qu'on apprend, on a une trentaine d'élèves et un professeur. Et ces 30 élèves sont très différents. Il y en a qui ont des difficultés, il y en a qui en ont beaucoup moins. Et le professeur a beaucoup de difficultés, justement lui-même, à s'adapter à chaque élève, malgré toute la bonne volonté du monde. Aujourd'hui, il y a des possibilités nouvelles, grâce à l'algorithmie, grâce aux neurosciences, d'apporter des solutions aux professeurs pour qu'ils puissent s'adapter à chaque élève. Et nous, on veut faire partie de ces solutions avec Pleunumi. Comment ça se construit un projet comme ça ? Parce que tu l'as dit, comment on passe de quelque chose d'assez massifié à quelque chose de beaucoup plus individualisé ? Nous, on a déjà beaucoup hésité. C'est la première chose. On a mis, je pense, 1 an avant de trouver les contours de ce qu'on voulait faire. Et c'est beaucoup passé en discutant avec des gens, avant tout avec des professeurs, puisque dans le monde de l'éducation, c'est quand même eux qui sont les principaux acteurs. Donc voilà, et on est encore dans cette phase-là, d'ailleurs, de discuter avec des professeurs le plus régulièrement possible pour avoir leur retour et pour justement construire un produit qui va leur servir. Parce que dans l'éducation, il y a beaucoup de nouveautés qui se font. Et finalement, souvent, les professeurs sont mis en dehors de ça et ils le ressentent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas utilisées. Donc nous, on veut vraiment que ce soit utilisé. Massoud ? Oui, j'ai une question. Est-ce que votre solution, elle est plutôt pour les professeurs ou pour les élèves ? Alors,
elle est vraiment pour les deux. Donc nous, on essaye d'adresser un problème sur le niveau des élèves qui finalement concerne à la fois les élèves, à la fois les professeurs, à la fois même les proviseurs ou les directeurs des collèges. Donc l'objectif, c'est que ça concerne tout le monde, que tout le monde soit impliqué et soit un acteur de la plateforme. Donc pour l'élève, la valeur ajoutée, c'est avoir de l'apprentissage adaptatif, donc le remettre dans une spirale de réussite, avoir des questions adaptées à son niveau, à son profil. Et pour le professeur, ce que ça lui permet, c'est d'avoir par exemple un compte rendu du niveau de sa classe, donc il peut derrière adapter sa pédagogie en conséquence. Mais ça peut également lui permettre tout simplement opérationnellement de mieux organiser son travail, mieux suivre l'évolution de sa classe dans le temps et également mieux vérifier au jour le jour, par exemple, si les élèves ont bien fait leurs devoirs. Un mot peut-être sur le business model. Alors même si la boîte n'est pas créée, ça peut paraître étrange de parler de business model, mais j'imagine bien que vous y avez réfléchi, surtout qu'il y a plusieurs publics. Oui, c'est un milieu qui est assez complexe et c'est sûr qu'on nous pose souvent la question, on se l'est beaucoup posé. Aujourd'hui, on a décidé de vendre ça aux collèges directement, donc que ce soit des collèges privés, des collèges publics, on s'adresse à eux. Il se trouve que les collèges ont des budgets pour ça qui sont assez récents, encore un peu méconnus et pas toujours utilisés. Donc en particulier, c'est quelque chose de nouveau. Pour donner un exemple, les collèges de REP, il y a à peu près 1000 collèges REP et REP+, c'est les réseaux d'éducation prioritaire. Ils sont équipés en tablettes, une tablette par élève, et ils ont des budgets pour des ressources numériques. Donc voilà, c'est dans cette dynamique qu'on veut s'inscrire. Et on envisage aussi les lycées potentiellement dans un second temps, et l'enseignement supérieur, mais pour le moment, c'est concentré sur les collèges. Et comment vous monétisez justement ? Enfin, c'est un budget par enseignant, par élève, comment est-ce que ça, concrètement sur du public comme ça Là, concrètement, on part sur une approche d'abonnement annuel pour le collège. On n'a pas encore défini exactement le prix. On discute avec les proviseurs et l'avantage avec ce milieu, c'est qu'ils sont assez ouverts pour en parler parce que contrairement à une entreprise où le chef d'entreprise va avoir l'impression de lui-même dépenser, le proviseur, il est moins, disons, son salaire ne dépend pas de ce qu'il va payer aux ressources, donc il va nous dire le prix plus facilement et on arrive à échanger avec eux. Donc finalement, ils sont assez ouverts pour ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire à première vue. Si aujourd'hui, ça va être 2 questions en une, mais vous deviez vous mettre une note sur 20 sur votre projet, et qu'est-ce qu'il vous faut pour vous mettre la fameuse note du 20 sur 20 ? Elle est dure cette question. Je pense qu'on pourrait se mettre un 15 sur 20. Travail encourageant, mais une progression encore à faire. Je pense que les points où on peut vraiment progresser, en fait, c'est que parfois, en fait, on est tous les 2, voire même tous les 3, en réalité, on est 3 sur le projet, étudiants entrepreneurs. Donc, en fait, on a souvent du mal à passer de la théorie à la pratique, oser vraiment... on contacte énormément de monde, etc. Mais parfois, il nous manque les moyens ou il nous manque les ressources pour aller vraiment construire un logiciel. On fait beaucoup de choses à la main, travail artisanal, le site moche, comme tu l'as dit. Et du coup, parfois, on a un peu un syndrome de l'imposteur, entre guillemets, où on se dit, bon, on est juste des étudiants, est-ce qu'on peut vraiment réussir à entreprendre, et il nous manque un peu, je pense, cette confiance en nous pour nous mettre le 20 sur 20. Alors la réponse à la question on est étudiant, est-ce qu'on peut réussir, c'est la petite A et c'est oui. C'est évidemment ce qu'on vous souhaite. Peut-être juste, tu parlais de moyens humains, moyens financiers. Alors longtemps, ça a été moyen humain parce qu'on était pendant nos études et que c'est difficile de concilier les deux. Et aujourd'hui, on arrive peu à peu vers la fin de nos études, on a plus de temps et on va pouvoir, justement, c'est pour ça qu'on veut créer l'entreprise dans les mois qui viennent, pour se lancer vraiment à fond. Moyens financiers également, parce que c'est un milieu qui reste difficile d'accès, où parfois il y a des cycles de décision qui sont assez longs, et donc il va falloir avancer des dépenses. Et donc pour ça, on aura peut-être besoin de moyens financiers, donc il faudra qu'on aille à la recherche de tout ça. Eh ben, merci à vous deux, je pense qu'on vous retrouve ce soir. À très bientôt. Massoud, peut-être. Alors, évidemment, on peut les applaudir. Ce qui nous permet de savoir au fur et à mesure à quel point la salle se remplit. Massoud, si tu veux annoncer la suite. Merci Baptiste, Nicolas. Maintenant, nous appelons Mélissa Pissessure, fondatrice de Môme Funéraire. Bonjour.
tu es également parmi les 10 finalistes de la catégorie porteur de projet. Sur 203 candidats validés, création en février 2023, c'est relativement récent. Tu t'es lancé dans le Grand Est. Alors, je ne vais pas me risquer à prononcer la ville d'où tu viens. Bon, on va dire Strasbourg, comme ça met tout le monde. Ouais, j'aurais pu le faire, ça. La raison d'être de Môme Funéraire, c'est de réinventer le monument funéraire, de réduire son impact, parce que c'est un sujet qui est aujourd'hui un vrai sujet écologique, mais je te propose de nous en dire plus. Oui, donc Môme Design Funéraire, comme tu l'as dit, souhaite réinventer le monument funéraire en le rendant plus durable et plus design aussi. Donc le but, c'est vraiment de proposer une alternative en recréant du marbre à partir de ressources qui ne viennent pas de ressources épuisables, comme par exemple nos déchets coquillages, ou encore développer une gamme d'urnes biodégradables en marc de café ou en coquille d'œuf qu'on a en montagne. J'ai volé la question de Massoud, je m'en rends compte, je suis navré, du coup je t'en repose une autre, mais tu dis que tu développes du marbre à partir de déchets ? Oui, et c'est pas un gros mot. Non, c'est une sacrée innovation. En fait, c'était plus pour aller vers l'innovation. En fait, c'est de prendre le parti pris de matériaux low-tech, recréer du marbre marin à partir d'huîtres, moules, ormeaux, ou un textile à partir de marc de café, par exemple. Et typiquement, je pense à ma cuisine en marbre que j'ai jamais pu m'offrir. Tu pourrais aussi me proposer demain. C'est une innovation que vous avez lancée, ou c'est d'autres qui l'ont lancée sur des verticales peut-être différentes et que toi, tu as décidé d'adapter sur ce secteur? Alors moi, j'ai décidé d'adapter ça sur le secteur. Il y a déjà des superbes entreprises qui font ça, notamment sur la côte ouest, qui peuvent vous changer la crédence de votre cuisine, okay, votre plan de travail. Et moi, du coup, c'est d'utiliser cette innovation et d'aller un peu plus loin dans la caractérisation du matériau, parce que le marbre, il faut que ce soit durable, que ça dure, que ça a des contraintes aussi de temps, d'intempéries, etc. Donc le but, c'est vraiment de caractériser la matière pour ce type d'usage. Massoud. Si je comprends bien, tu es porteuse de projet, tu n'as pas encore donc créé ton entreprise. Qu'est-ce qui te manque pour franchir le pas et le faire? Alors l'entreprise est juridiquement créée, elle est toute jeune. Maintenant, pour que ça devienne une entreprise avec une activité vraiment économique, que ça démarre, il manque des ressources humaines aussi. Donc moi, pour l'instant, je suis seule sur ce projet. J'aimerais agrandir l'équipe pour décupler l'impact aussi. Je suis complètement ouverte à trouver un associé. Et puis aussi des ressources financières pour pouvoir créer une première petite série, terminer une phase POC et puis caractériser le matériau auprès de labos. Tu veux vendre en direct aux particuliers ou tu veux passer par des revendeurs? Alors le but, c'est que Môme soit vraiment un partenaire clé des pompes funèbres pour proposer justement une alternative à l'offre qu'il propose aujourd'hui aux familles. Donc c'est du B2B. Ouais. Et le coût d'une pierre tombale versus un vrai marbre, comment ça se... Alors en moyenne, un monument funéraire coûte environ dans les 3 à 4 000 euros. Le but, c'est de trouver le prix juste. Et donc ça, c'est aussi des thématiques sur lesquelles je travaille actuellement, voir comment chacun peut s'en sortir dans la justesse de ces prix-là. Quand on parle d'empreinte environnementale améliorée, on imagine toujours que c'est plus cher. Là, il n'y a peut-être pas toute l'extraction du marbre, mais il y a quand même tout un procédé pour construire cette nouvelle matière que vous avez réinventée. Je reviens un peu sur la question de Scarlett, mais le niveau de prix, il est bien au-dessus, un peu en dessous, et du coup avec un vrai intérêt peut-être aussi pour les distributeurs en termes de marge. Alors, il est un peu en dessous du prix du marché en termes de prix public. Par contre, en ce qui concerne la marge professionnelle, ma marge, moi, est moins grande que, par exemple, les professionnels, ce qu'ils peuvent acheter via des grossistes, où du coup leur marge est beaucoup plus grande. C'est juste une question de volume de ton côté ?
aujourd'hui ou de volume et puis de main-d'œuvre aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir que 90% des monuments funéraires que l'on voit dans les cimetières viennent d'Indochine, de carrières non certifiées, qui viennent du coup de ressources épuisables, puisqu'on creuse, on creuse. Et puis du coup, je vous laisse imaginer l'impact carbone que ça implique de faire venir ces gros blocs de pierre jusque chez nous. Et en plus qu'on achète à très bas prix et qu'on revend à un prix marché qu'on connaît aujourd'hui. Dernière question, pour convaincre à la fois les distributeurs et les consommateurs, il va falloir communiquer. Et en même temps, on est sur un sujet sur lequel, j'imagine, en tout cas, je ne le connais pas très bien, c'est pas évident de communiquer. Eh bien, justement, on est à la jeunesse d'un renouveau dans le funéraire. Et il y a vraiment des nouveaux acteurs, une nouvelle génération qui a envie de faire bouger ces lignes-là. Et de remettre un peu l'humain au centre de toutes les démarches et avoir une démarche plus éthique et environnementale. Donc des choses se passent et on est vraiment à la jeunesse de ce renouveau. Donc je fais vraiment partie d'une émulsion nationale même. Bravo pour donner vie à ce projet. Merci. Scarlett. Bravo. Merci. Et maintenant, on va accueillir Guillaume, fondateur de Over the Label. Alors Guillaume, Bonjour à tous. Pour te présenter en quelques mots, tu es arrivé donc parmi les 10 finalistes de la catégorie porteur de projet également. On l'a dit, sur 203 candidats validés. La boîte, ça s'appelle Over the Label, créée en novembre 2022 à Paris, en Île-de-France. Tu as créé un casque de moto de luxe, un accessoire de mode fabriqué en France à la main par des artisans. Je te propose de nous en dire plus. Exactement. Merci pour la petite présentation. Donc, l'idée était de transformer le produit casque de moto, qui est un produit utilitaire et standard, en un accessoire de mode et un produit de luxe fabriqué à la main en France. Vu qu'on a commencé from scratch, on essaye d'innover sur chaque partie du produit. Donc, par exemple, habituellement, les casques sont fabriqués en fibre de carbone, qui est une matière non recyclable. Nous, on va chercher de la fibre de lin en France, en Normandie, pour créer la coque, et on arrive à avoir des mêmes qualité d'absorption. Sur la partie du cuir, au lieu d'aller chercher très loin, on va travailler avec des marques de luxe françaises et réutiliser leur stock ou leur chute pour pouvoir faire le contour. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre le produit, d'essayer d'innover sur chaque partie et d'avoir une politique marketing qui est bien différente de comment sont vendus les casques aujourd'hui, qui sont dans des retailers, distribués sans expérience client. Et nous, l'idée, c'est vraiment d'aller fort sur le marketing, fort sur un produit de luxe fait en France et collaborer avec des marques et des artistes sur des éditions limitées. Scarlett. Et donc justement, on se demandait comment est-ce que tu arrives à réunir des artistes et des artisans pour travailler sur tes casques ? On commence à zéro. Donc il y a un an, je ne savais rien du casque. Aujourd'hui, on est une petite équipe de 5 personnes et c'est appeler en premier savoir comment fabriquer le casque. Donc on a appelé les artisans, on a travaillé avec des sociétés françaises pour pouvoir monter le produit. Côté marque et artiste, en fait, il n'existe pas de casque de moto, accessoire de mode. Donc c'est un nouveau canevas pour ces personnes pour mettre leur IP dessus et proposer un nouveau produit à leur communauté. Donc en fait, c'est un win-win au niveau de la relation entre nous et une marque ou un artiste. Et voilà. Ils sont payés au casque vendu Pardon ? sur leur création. Ils sont payés au nombre de casques vendus ou c'est un one-shot pour l'artiste? Pour l'instant, on distribue les revenus. Donc, par exemple, on a fait une première vente il y a 2 semaines au Bristol où on a vendu quelques casques aux enchères. Et on a notre première vente en collaboration avec un artiste qui est un rappeur anglais à partir de septembre où en fait, tout basiquement, on va investir ensemble dans le marketing, essayer de capter sa communauté et après onboarder les clients sur notre site et vendre le produit où on va partager les revenus. Après, il y a différents modèles qui peuvent être mis en place en fonction des artistes,
marque, mais au début, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et vous avez un nombre limité de casques par artiste? Vous essayez de les rendre un peu rares ou comment? Exactement, en fait, on fait juste les choses en fonction de l'artiste ou de la marque. Il y a des communautés à capter. Il y a des artistes qui ont 10 000 followers et d'autres artistes qui ont 1 million de followers. Donc forcément, sur le nombre de produits, il y a tout un benchmarking qui est fait en amont pour savoir la quantité et la traction commerciale sur le produit et après distribuer celui-ci. Et l'idée, c'est de rester uniquement sur le casque moto, ou vous allez aussi aller sur le casque de vélo ou d'autres? Alors pour l'instant, c'est de faire sur le casque de moto. Il faut savoir que c'est compliqué, dans le sens où c'est pas comme une paire de chaussures ou un t-shirt. Il y a une homologation à passer CE, donc il y a un gros investissement sur la partie R&D, outillage, à amortir ensuite sur la vente des produits. Donc pour l'instant, vraiment l'idée sur la première année, voire les 2 premières, c'est vraiment de se focus sur le casque et d'essayer de l'amener le plus loin possible en tant qu'objet de design et objet de collection. Massoud, tu avais une question? Oui, j'allais te demander aussi si tu prévoyais de diversifier les produits, mais où est-ce que tu vois ton entreprise dans, disons, 3-4 ans? Alors dans 3-4 ans, on a, donc au-delà du casque de moto, on a développé une expérience de personnalisation qui est assez innovante. On est parti du principe qu'aujourd'hui, personnaliser un produit, il y a peu de valeur parce que tout le monde peut faire la même chose. Donc on utilise de nouvelles technologies pour vendre en fait les produits et les options de personnalisation associées dans un cadre limité et laisser les personnes co-créer un produit avec une marque ou un artiste. Donc aujourd'hui, le casque de moto est le canevas de cet effort et cette nouvelle expérience de personnalisation. On va essayer de le faire un maximum dessus et apprendre de nos erreurs. Et l'idée ensuite, ce serait d'ouvrir la mécanique à d'autres marques et leurs produits, un peu comme un Colette pour ceux qui connaissent la boutique à Paris, où en fait les marques vont venir sur cette nouvelle expérience de personnalisation toucher leur communauté au travers d'une nouvelle expérience. Donc en premier casque et après on voit ensuite. Guillaume, tu l'as dit, le gros sujet, ça va être un sujet marketing. C'est vrai que quand on parle de casque, on imagine qu'on l'achète à la fois pour le confort, pour son niveau de sécurité. Vous vous focussez tous sur le côté luxe et artiste. Est-ce que malgré tout, vous avez ces demandes et ces besoins de réassurance côté consommateur? Oui, c'est marrant parce que je regardais hier un film qui est le film Air, donc de la Nike Air Jordan, donc on n'est pas du tout sur le même produit. Mais il y avait cette question qui était de dire, est-ce que je fais un produit utilitaire ou est-ce que je fais un produit beau? Bon, eux, avec la Jordan, ils ont parié sur le produit beau. Mais là, l'idée, c'est que tout le marché, depuis 30 ans, fait en Asie, en volume, standard, pas d'expérience client, sur un produit utilitaire. Donc nous, l'idée, c'est de faire petite échelle, mais un produit beau, et en fait, d'aller chercher une niche et de la faire grossir petit à petit, comme ça. Le film Air, c'est donc il raconte comment Nike s'est positionné autour de Michael Jordan alors qu'ils étaient plus que challenger. Vous, comment vous comptez dunker sur le marché? Comment on compte dunker sur le marché? En fait, au travers des collaborations avec les marques et les artistes. En fait, si on faisait un t-shirt ou une paire de baskets, pareil, le marché il est saturé, donc très compliqué d'avoir de l'attraction. Par contre, en venant avec un produit qui n'existe pas, sur un nouveau framework, en fait, du coup, les marques ont plus la facilité, sont plus ouvertes à collaborer, ou les artistes, et donc du coup, on compte faire notre dunk au travers des collaborations et de ces éditions limitées. Je fais une passe décisive pour une dernière question. Moi, je voulais savoir juste le prix public d'un casque. Alors, donc la semaine dernière au Bristol, on en a vendu plusieurs à 1 300 € TTC. Voilà. D'habitude, ça coûte combien un casque? Pardon? D'habitude, ça coûte Là, combien? en fait, on est pour un produit à personnaliser qui est dimension luxe, on est dans le prix du marché. Dans le sens où aujourd'hui, quand vous allez dans un avenue de la Grande Armée et vous allez voir 100 casques et essayer de choisir lequel vous voulez, les produits luxe personnalisés, c'est entre 900 et 1 400 €. Donc nous, on s'est dit, ok, peut-être on paye plus cher notre produit, enfin le produit coûte plus cher à fabriquer vu qu'il est fait en France, mais on tape dans la moyenne de marché et après on voit comment dans le temps optimiser et évoluer. Un grand merci à toi, Guillaume. Merci beaucoup. Rendez-vous ce soir pour connaître le prochain prix 100 jours. On croise évidemment les doigts pour toi, pour les autres, mais il n'y en aura qu'un. La bataille sera rude. Merci à vous deux d'être venus à la fois partager vos aventures 10 ans après et poser les questions à la relève. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du programme. Merci à tous.